Et bonjour, je suis Geoffrey Martins de bâticlub.com, présentateur de l'espace Habitat de Conseil créé par Albi Expo et propulsé par le groupe Designtech. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Reynaud, donc dirigeant de l'agence immobilière L'Agencerie. Monsieur Reynaud, bonjour. Bonjour. Donc nous allons parler ensemble comment éviter les pièges en matière d'investissement locatif, essentiellement, et je vous laisse donc vous présenter. Ok, Julien Reynaud, effectivement, je suis le créateur et dirigeant de l'Agencerie. Nous sommes une agence immobilière, effectivement, qui est située au 187 avenue Colonel Tessier à Albi, à proximité du stadium. Et nous travaillons autour de tous les métiers de l'immobilier, à savoir la transaction, mais aussi la location et la gestion locative. Très bien. Donc l'investissement locatif, qu'est-ce que c'est ? Vaste programme. Donc, en ce qui concerne l'investissement locatif, on va dégager deux types, on va dire, un investissement qui va être supporté par un protocole fiscal. Je pense à toutes les lois défiscalisantes type Pinel ou autre. Et après, l'investissement locatif plus simple qui va être dans l'ancien ou dans le neuf. Et avec deux typologies, la location vide ou la location meublée, mais on va être amené à en reparler. Finalement, les avantages d'investir, de faire de l'investissement immobilier pour le locatif. Alors attendez, on va voir ça ensemble. Hop. Donc ça, c'était effectivement une présentation de l'agence. Les filles. Ils sont multiples. Donc on voit les avantages effectivement sur le diapo. Le premier, c'est de se constituer un patrimoine via un levier qui est important, qui est le crédit. Donc aller chercher des financements. Le deuxième, c'est aussi répondre à un besoin qui est constant, c'est d'avoir du logement. En France, on manque de logement. C'est pour ça que l'État incite, notamment via des lois défiscalisantes, à construire du logement par le patrimoine privé et le budget privé. Globalement, on parle de 3,6 millions de Français qui sont en mal de logement. Donc c'est une vraie nécessité. Et puis enfin, il y a une partie rendement parce que, comme tout bon investisseur, on attend un rendement. Voilà. Et derrière, une rentabilité. Très bien. Peut-être comment dirais-je, les différents investissements locatifs. Y a-t-il des différences ? Pourquoi investir plutôt là que là ? Quelle différence y a-t-il dans ces investissements ? Comme je l'ai abordé, effectivement, il y a plusieurs lois défiscalisantes, mais pour le coup qui sont restrictives quelque peu. Je pense notamment à la loi Pinel, qui n'est pas éligible sur Albi, mais qui l'est uniquement sur la ville de Toulouse ou les grandes métropoles. Là, on va être dans un cadre fiscal bien précis, avec effectivement à la fois des contraintes sur l'enveloppe budgétaire d'investissement, mais aussi l'obligation de louer le logement pendant une certaine durée, avec des plafonnements de ressources pour les locataires et des plafonnements de loyer. Et après, on a ce qu'on appelle un investissement un peu plus classique, traditionnel, sur de l'ancien ou du neuf, et sur lequel on va pouvoir orienter deux typologies de location, soit la location vide, soit la location meublée. Très bien. Y a-t-il des avantages à investir dans de la location vide ou de la location meublée ? Ou des différences entre les deux ? Oui, tout à fait. Alors, il y a... Hop, je suis allé un peu trop vite peut-être. Il y a effectivement des différences tant sur le point fiscal que sur le point intrinsèque du bail. La première des choses, entre une location vide et une location meublée, c'est la durée du bail. On va être sur 3 ans pour une location vide et sur 1 an, 12 mois pour une location meublée, avec des spécificités si on est sur de la location meublée étudiante qui peut descendre à 9 mois. Et la loi Elan est venue apporter un nouveau bail, ce qu'on appelle un bail mobilité, mais qui va être très personnalisé pour une certaine typologie de personnes et qui va s'adresser du coup qu'à des personnes spécifiques. Mais globalement, on va discerner du coup la première différence, c'est bail location vide 3 ans, meublé 1 an. Voilà. Ensuite, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte et d'autres différences, notamment ce qui va concerner le dépôt de garantie. Donc le montant du dépôt de garantie, on va être sur un mois pour la location meublée, un mois de loyer pour la location vide et 2 mois pour la location meublée. Ça fait partie de ces différences-là. Et enfin, hop, on va le voir là, c'est la partie fiscale. Sur un point de vue fiscal, c'est là où il y a la plus grosse différence entre les deux types de location. Sur la location vide, on a deux options, soit en régime microfoncier qu'on appelle avec un abattement de 30% sur les loyers, et enfin un régime réel.
Et l'allocation meublée, on va être passé sur 2 régimes distincts, un micro BIC avec un abattement de 50% sur les recettes locatives et un régime réel qui va apporter non seulement la possibilité de déduire beaucoup de charges, mais en plus de ça, un amortissement du bien, tant sur la partie immobilière que sur la partie mobilière. Voilà. D'accord. Y a-t-il des erreurs peut-être, des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on souhaite investir justement dans la location en investissement locatif, pardon. Oui, bien entendu. Alors, on va les aborder. Il y en a globalement, j'en ai recensé 6, il peut y en avoir plus. La première des choses, c'est une erreur qui est classique, on va dire, dans l'investisseur, c'est d'acheter cash. Non. Ça peut paraître aberrant, mais notamment actuellement avec les taux qui sont proposés, il est primordial de recourir à un emprunt. Pourquoi? Parce que les intérêts vont être déductibles, notamment dans tous les régimes réels. On va pouvoir déduire intégralement des recettes locatives et des revenus fonciers ces intérêts d'emprunt-là. Donc, recourir à un emprunt, ça c'est la priorité de la chose à faire. Donc, à ne pas faire, entre guillemets, acheter cash. La deuxième chose, c'est surtout ne pas surestimer sa capacité financière. Ne pas être pris à la gorge, ne pas avoir un effort d'épargne à fournir trop important et derrière ne pas être en capacité d'assumer. Derrière, voilà, c'est ça. Ça tombe bien, mais on est là aussi sur le salon. C'est faire réaliser les travaux, si toutefois il y a des travaux, par des professionnels. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, sur présentation de facture, on va pouvoir déduire l'intégralité des travaux. L'erreur, c'est parfois de vouloir tout faire tout seul. Quand on n'est pas un professionnel, on peut être amené à faire de mauvaises choses et surtout à perdre du temps. On reste dans le cadre d'un investissement. L'idée, c'est de gagner de l'argent et le temps, c'est de l'argent. Donc, faire ça à des professionnels, c'est parfois une très bonne chose. On ne perd pas de temps, on peut louer le logement derrière plus rapidement et en plus de ça, on viendra déduire les factures de travaux. J'en compte donc du coup 3 supplémentaires. Le premier, effectivement, c'est il faut être attentif aux détails du bien. Alors quand on dit aux détails, maintenant il y a beaucoup de diagnostics qui permettent de mettre en avant les qualités et les défauts des biens. Il est important de s'y attarder dessus et de se faire accompagner si toutefois on a des questions à ce sujet. Le deuxième, qui est à mon avis primordial, c'est les charges. Faire très attention, notamment dans le cas d'une copropriété, à bien vérifier le montant des charges annuelles et dans les derniers PV d'Assemblée Générale s'il n'y a pas de gros travaux en cours. Il arrive malheureusement trop fréquemment que les investisseurs ne se soient pas aperçus que des travaux étaient prévus ou en prévision sur la toiture. Et malheureusement, quand derrière les premières charges sont là, c'est jamais très agréable, notamment dans le cadre d'un investissement. Et enfin, on a précisé, il faut connaître le marché locatif. Pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rapprocher d'une agence, d'un professionnel qui sera en capacité d'expliquer et de renseigner sur le marché locatif de la ville ou de l'emplacement, de la localisation. Y a-t-il, à contrario, six clés, 6 bons plans, justement, pour réussir son investissement locatif? Idem, effectivement, on va revenir, puisqu'en réalité, pour nous, on a déterminé 6 clés, mais la priorité, c'est le choix du secteur en fonction de la demande locative. Si on veut faire un investissement locatif, la priorité, c'est du coup de louer le bien dans de bonnes conditions et à bon prix. Pour ça, il faut qu'il en fasse une demande, et la demande, elle va dépendre du secteur. Plus la ville va être dynamique, portée par une économie forte et forcément peut-être une demande étudiante avec des jeunes qui vont être présents, plus la demande locative sera là. Et puis il y a des secteurs au-delà de la ville, il y a même des quartiers peut-être à privilégier pour une certaine demande locative en fonction de la typologie du bien qu'on détient. Voilà, c'est autant de choses qui sont primordiales à bien déterminer au départ. La deuxième chose, c'est dans le cas d'un investissement locatif, ne penser qu'à l'investissement et au rendement. Pareil, beaucoup trop de gens, d'investisseurs, se projettent dans le bien et y mettent un affectif. Il faut bien déterminer que ce n'est pas l'investisseur qui va vivre dans le logement, mais il faut qu'il soit adapté, à l'inverse, au potentiel locataire. Donc on va oublier les goûts un peu trop prononcés et on va essayer de ne pas mettre d'affect perso sur le logement dans lequel on va investir. Et enfin, la gestion des risques et la diversification des investissements. Là, c'est plus lié, encore une fois, à la localisation et au type de bien qu'on va être en capacité de présenter.
et encore une fois, à qui notre bien va s'adresser. Voilà, c'est important aussi quand on a plusieurs logements en location, plusieurs investissements. C'est important à notre sens d'avoir une variété dans les logements qu'on propose, mais peut-être pas uniquement que des studios, mais aussi du T3, du T2 et pourquoi pas de la maison, parce qu'il y a une vraie demande aussi, même sur Albi, sur de la maison 3 ou 4 chambres. Ensuite, on en a parlé, mais effectivement, c'est aborder le choix entre un logement vide et un logement meublé. Pour ça, il n'y a qu'une option, c'est se rapprocher de son agent immobilier préféré ou de son comptable et de faire le point tant sur le point fiscal, mais aussi en fonction du type de bien, qu'est-ce qu'on va privilégier. Pourquoi? Parce que sur le meubler une maison, c'est parfois un peu plus compliqué. Au-delà de ça, les gens qui sont en requête de maison, c'est généralement des familles qui ont déjà des meubles. Donc ils n'ont pas forcément la nécessité et le besoin d'avoir un bien meublé. À l'inverse, sur des logements de type 2, studio ou T3, on va être sur des gens qui sont généralement plus jeunes ou qui ont à l'inverse un âge avancé et qui ont ce besoin d'avoir un logement entièrement équipé. Donc voilà, ça c'est un choix à faire au départ qui est assez primordial. Et on doit adapter notre logement en fonction de notre destination, de ce qu'on veut faire. Et enfin, par rapport à la fiscalité, comme on a abordé, avec parfois des bénéfices fiscaux importants sur la location meublée. Mais voilà, ça va rentrer en considération notamment le taux marginal d'imposition de l'investisseur. Donc c'est des choses à aborder assez en profondeur au départ. Enfin, la gestion locative, parce que c'est un vrai métier de gérer un bien immobilier. Donc idéalement, c'est encore une fois de se rapprocher d'un bon gestionnaire qui va mettre en place une procédure avec des tarifs clairs et précis et une méthodologie. Je pense notamment à 2 actes primordiaux qui sont la rédaction du bail et l'état des lieux d'entrée et de sortie qui doivent être faits avec beaucoup de minutie, de précision parce que derrière ça engendre une relation contractuelle avec le preneur, avec le locataire et autant faire cela dans les règles de l'art. Voilà. Et enfin, je l'ai mis à titre indicatif, mais il est important aussi de connaître toutes les possibilités en termes de garantie des loyers impayés pour un potentiel bailleur. Il y a moyen à l'heure actuelle, pour peu de frais, de s'assurer de percevoir ses loyers tout le temps, même si effectivement il y a une défaillance du locataire. Et il y a même certaines assurances qui vont prendre en charge ce qu'on va appeler les détériorations immobilières. Si toutefois le logement et le locataire avaient dégradé le logement au-delà du dépôt de garantie versé, des assurances vont prendre en charge ces détériorations-là et vont prendre en charge aussi tout ce qui va être protection juridique. Cela s'entend par les frais malheureusement qui arrivent parfois d'actes d'avocat et d'huissier, tous les frais juridiques. Voilà. Donc ça, c'est des contrats à bien lire en amont, mais qui peuvent être très pertinents quand on fait justement de l'investissement immobilier. Eh bien, merci Monsieur Reynaud. Si on devait résumer en quelques mots finalement, comment réussir son investissement immobilier pour du locatif? Une priorité, c'est de bien s'entourer. Voilà. C'est un projet qu'on doit réfléchir, qu'on doit bien amener, mais pour ça, il faut s'entourer des meilleurs professionnels dans chaque domaine, que ce soit dans les travaux, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans l'assurance ou dans le suivi comptable, parfois sur une location meublée, s'entourer des meilleurs professionnels et des meilleurs conseils, et puis derrière, connaître le marché forcément, et puis derrière se lancer, être financé, encore une fois, par des professionnels du financement, avoir une enveloppe déterminée et ne pas se mettre en danger en ayant un effort d'épargne trop important. Très bien, alors à présent, merci beaucoup. On va ouvrir les questions au public. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Reynaud justement sur ce thème, donc comment éviter les pièges sur l'investissement locatif? Oui, bonjour. J'aurais une question par rapport à tout ce qui est achat de terrain. Vous avez parlé essentiellement de l'investissement locatif. Voilà. En termes d'achat de terrain, qu'en est-il? Rapidement. Alors,
Effectivement, on peut aussi très bien faire un investissement locatif en achetant un terrain, en y construisant une maison qu'on amènera, qu'on louera pour la suite. Par rapport à l'acquisition du terrain, il faudra bien prendre en considération certaines contraintes, notamment la première c'est celle du PLU, donc le plan local d'urbanisme, à savoir si on peut bien construire sur le terrain tout d'abord, et dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on peut y construire. Ça généralement, effectivement, c'est le plan local d'urbanisme maintenant qui va déterminer ces possibilités-là. Et après, faire attention à toutes les charges qu'on ne voit pas forcément sur un terrain, mais il y a ce qu'on va appeler la viabilisation du terrain et son coût, la viabilisation, l'électricité, mais aussi l'eau et le système d'assainissement. Est-ce qu'on pourra raccorder le bien au tout à l'égout ou est-ce qu'on va devoir mettre en place un système d'assainissement individuel qui va représenter un coût supérieur. Voilà, c'est plusieurs charges qui vont venir s'ajouter à ça et qu'il faut prendre en considération. Il y a d'autres taxes aussi qui vont venir s'ajouter, notamment taxes d'aménagement. Voilà. Autant les connaître au départ pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise par la suite. Et puis encore une fois, par rapport à la construction de la maison, c'est construire une maison adaptée au mieux et à la plus grande diversité des locataires. Et puis, encore une fois, s'entourer de professionnels de la construction pour mener à bien le projet. Merci Monsieur Reynaud. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Non. Dans ce cas, je vous remercie grandement Monsieur Reynaud. J'invite tous les visiteurs du Parc Expo et de Habitarn à aller rendre visite à Monsieur Reynaud sur son stand directement au cœur du salon. Avec plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée et un très bon salon à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.